Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Arx, un jeu de Call World édité par Leder Games qui nous propose aujourd'hui d'aller voyager dans l'espace, de développer un petit peu ses vaisseaux, éventuellement de faire la guerre, de voler des agents aux autres, de détruire des villes, bref, une vraie aventure spatiale. C'est le papa de Root et de Oz qui nous permet de faire cette aventure aujourd'hui. Et grâce à lui, nous allons vivre une aventure un petit peu différente de ce qu'on a globalement dans le commerce, parce qu'il n'est pas habitué, routinier de tout ce qui est trop simple et trop habituel. Donc comme dans Root, on va avoir des clans, chacun avec une couleur. Alors j'ai déjà mis 3 personnages ici en jeu pour gagner un petit peu plus de temps. On va juste commencer avec le blanc, c'est pour vous expliquer comment ça va. Avec un espace donc, qui est ici en rond tout autour d'une zone centrale sur laquelle on ne peut pas aller. L'espace est divisé en différents clusters. Un cluster, c'est chaque fois 3 planètes et ce qu'on appelle le gate, donc une porte des étoiles pour se voyager ici. Et donc ces 3 planètes-ci sont adjacentes l'une à l'autre parce qu'il y a un fin trait qui les sépare. Idem pour aller de là à là, d'un cluster à un autre. D'une porte à une autre, il y a aussi un passage simple qui est possible. Et puis on a des grandes zones ainsi bien marquées au niveau différent. Ça veut dire que ça, ce n'est pas adjacent à ça, donc on ne peut pas passer de là à ici. Il y a logiquement dans chaque partie de base, en tout cas parce qu'ici on va parler du jeu de base, c'est pas des extensions qui existent. Il y a une zone qui est interdite, qui est annulée, neutralisée. Et donc cette zone-ci, il y a des petits marqueurs noirs pour dire qu'on ne peut pas aller dessus. Et bien ces marqueurs font qu'on passe de là à là, c'est adjacent de là à là. On n'a rien à faire dans toute cette zone-ci, on passe d'ici à là-bas. Voilà pour cet espace central. Donc on ne va jamais dans la zone marquée Arx, on va juste voyager tout autour. Sur ces planètes, il y a des petits triangles, parfois il y en a un, parfois il y en a 2. Ça veut dire que sur ces zones-ci, on va pouvoir construire. On va construire quoi? Soit une ville, soit un spatioport. On a 2 types de construction. Les villes ainsi sont sur votre plateau de base placés ici. On va pouvoir les récupérer au fur et à mesure du temps, de la gauche vers la droite. Les spatioports sont mis à part et donc ils auront une autre utilité. Les spatioports me permettront de construire des vaisseaux, éventuellement de se déplacer plus vite, mais on y viendra. Tandis que les villes vont me permettre d'aller récupérer des ressources, des taxes, mais surtout, elles bloquent des emplacements de stockage. On a 2 emplacements de stockage disponibles et au fur et à mesure du temps, on va devoir libérer les villes pour avoir des emplacements supplémentaires, des petits ronds qui apparaîtront. Quand un emplacement de stockage ici était utilisé et qu'une ville apparaît, eh bien, on va devoir redéplacer ces affaires pour stocker dans les zones restantes. À la fin ici, il y a des petits bonus qui seront des bonus pour les fins de manche, donc des points de victoire qu'on aura supplémentaires, soit 2, soit 5 si les 2 sont ouverts, mais on viendra sur ces bonus de fin de manche plus tard. Il y a 5 types de ressources dans le jeu, chacune a un pouvoir, une utilité spécifique et sont donc stockées sur ces petits ronds-là. On a une série de vaisseaux, ces vaisseaux-ci, je les ai mis pour l'instant couchés, que vous les voyez bien depuis le haut pour savoir ce que c'est, mais en fait, on va jamais les coucher dans le jeu, ou plutôt, on va éviter de les coucher dans le jeu, parce qu'un vaisseau qui est couché, c'est un vaisseau qui est blessé, endommagé. Et donc, systématiquement, on va avoir des vaisseaux qui vont être bien droits. Je suis désolé pour la caméra du haut, ce sera moins lisible, mais on sera plus dans la vérité du jeu en les mettant comme ceci. Donc des vaisseaux droits sont des vaisseaux qui ne sont pas endommagés, mais quand ils vont prendre des coups, des points de dégâts, on va les coucher ainsi, ils seront endommagés une fois. Si ensuite ils sont encore endommagés, ils vont être détruits et on a un espace ici qui est un espace de trophées. Les trophées me permettent de stocker tout ce que je vais détruire dans le jeu. Mes villes, elles, peuvent aussi être endommagées, comme les spatioports, auquel cas ils ont un espace avec les coins noircis pour dire qu'elles sont blessées. Si elles sont encore endommagées une fois, elles vont être détruites et comme le reste, ça va arriver dans les trophées. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Il y aura des impacts de tout ceci, j'y reviens. Tandis que les captifs, ce sont des agents qu'on va pouvoir récupérer de l'adversaire qui vont être stockés ici. Il y a 5 chapitres dans le jeu. Ce sont les 5 manches maximum avant la fin du jeu. Si jamais on arrive à la fin du jeu, à la fin de la 5e manche, c'est possible. Mais il est moyen de terminer le jeu avant ça, à la 3e ou à la 4e éventuellement, en arrivant au niveau des points de victoire jusqu'à 27 points de victoire quand on est 4, 30 quand on est 3, 33 quand on est 2 joueurs. Et donc ces marqueurs-ci permettraient de stopper. Ça va beaucoup plus loin à 50 voire à plus de 100. Et on a un petit marqueur que je n'ai pas mis ici qui permettrait de compter les valeurs que je fais. Mais ça n'a d'utilité que quand on jouera avec l'extension, dans la boîte qui est ici un petit peu derrière moi, et sur laquelle il y a une boîte campagne et donc on va cumuler les points de victoire d'une manche à l'autre, d'une histoire à une autre. Sur le côté enfin, un espace ici avec des objectifs. Les objectifs, c'est ça qui va me ramener des points de victoire. Ça me ramènera des points de victoire quand des marqueurs comme ceci sont placés sur la zone, auquel cas on voit ici que c'est cette action-ci, cette action-là qui me permettront de rapporter des points de victoire.
Niveau point de victoire, la première valeur, c'est ce que le premier aura, la deuxième valeur, ce que le deuxième aura. En cas d'égalité en premier, on ira chercher la valeur en dessous. En cas d'égalité en deuxième, on n'aura rien. On pourra avoir plusieurs marqueurs qui sont placés au même endroit, auquel cas on fait la somme et le premier, le deuxième auront ceci. Ceci pour vous expliquer où est-ce qu'on va avec le jeu. Alors, je vous explique ici directement le jeu avec l'option d'utiliser les leader and lore. Les leader and lore, c'est quoi? Ce sont des cartes ici et des cartes là-bas. On va commencer ainsi avec un départ asymétrique. On conseille dans la boîte de base de ne pas commencer tout de suite avec le leader and lore, mais franchement, il y a moyen de le faire. Si vous êtes un niveau expert, vous survivrez très bien avec ça. Mais on a donc une possibilité de jeu un petit peu asymétrique à ce niveau-ci. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a ici 5 cartes de leader avec chacun un pouvoir spécifique, peut-être un malus, et en bas ici des ressources que je vais avoir de départ. Donc 2 ressources de départ et mon positionnement qui fait qu'on va se retrouver comme ceci. Donc en commençant par le dernier joueur, il va pouvoir choisir soit un leader, soit un lore, donc c'est ici des actions, des pouvoirs aussi au niveau des cartes, donc toutes des gestions différentes un petit peu du jeu. Et je choisis soit parmi ces 5-ci, soit parmi ces 5-là, et puis je passe au suivant. Imaginons que moi j'ai choisi le rebelle ici, donc je vais tout passer ce qui me reste ici au suivant, ça va passer ainsi, chacun va prendre, peut-être dans ce paquet-ci, peut-être dans ce paquet-là. Moi quand ça me reviendra, comme j'ai déjà pris un leader, je suis obligé de prendre dans ce paquet-ci et je vais me retrouver ainsi avec une autre carte et on va continuer à tourner ainsi jusqu'à ce que tout le monde ait bien 2 cartes, un leader et un lore. On a un marqueur ici, premier joueur. Grâce à ça, grâce à ce leader, je vais donc savoir mes ressources de départ. Ici, une petite caisse et un symbole de combat que je vais avoir ici. Et je vais savoir ce que je vais mettre dans chaque zone. Là, je vois qu'en A, je vais mettre 4 vaisseaux. J'ai 4 petites boules et j'ai un symbole d'un spatioport que je vais pouvoir placer là-bas. Donc, spatioport et 4 petites boules. Et le A, c'est où? Eh bien, comme je suis premier joueur, je vois ici donc la zone qu'on a annulée du jeu, et moi je suis en 1A. 1A, ça va être ici. Voilà. Je me place ici. Ensuite, j'ai la deuxième partie, j'ai le B. J'ai juste 4 vaisseaux en B, 4 vaisseaux, et le 1B se trouve ici. Voilà. Et puis j'ai le 1C qui sera ici, et en 1C, on me dit j'ai 2 vaisseaux, et donc j'ai 2 vaisseaux en 1C. Et me voilà, mon installation est OK, je vais à nouveau le remettre debout. Ça, on n'a plus besoin, c'était pour la mise en place. On me retrouve ainsi avec mon personnage, mon pouvoir spécifique, ma mise en place, le jeu pouvoir commencer. Chaque joueur va alors piocher 6 cartes. 6 cartes ici, des cartes qui sont des cartes de valeur. Alors ces cartes de valeur, elles ont une couleur, un nom, et associé à ce nom-là, une série de pouvoirs. Par exemple, ici, la première, c'est mobilisation. Mobilisation permet de faire move or influence, donc je vais pouvoir me déplacer ou faire des influences grâce à ceci. Il a une valeur chiffrée et il a des petites étoiles, ce qu'il appelle dans le jeu anglais les pips, et qui vont me permettre de faire un nombre d'actions. Donc grâce à cette carte-ci, je peux potentiellement faire 4 actions de type mobilisation, soit move, soit influence, soit éventuellement des autres actions liées à des cartes. On a une série de cartes ici qu'on pourrait avoir dans le jeu, qui se pourrait avoir une action associée à autre chose. Ces cartes-ci vont avoir aussi potentiellement, toutes ne l'ont pas, les 1 ne l'ont pas, les 7 ont un point d'interrogation et les autres ont des symboles ici. Les symboles là-bas sont liés aux objectifs qui sont ici. C'est ces symboles-ci qui vont me permettre de placer ces numéros-là qui vont valoriser les actions. J'arrive dans un instant, mais ainsi j'ai fait le tour de la carte en tant que telle. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va donc voir ce qui se passe dans une manche. Il y a donc 5 chapitres, 5 manches, et dans chaque manche, on a 6 cartes. 6 cartes qui devraient nous permettre de faire 6 tours. À chaque tour, on va jouer chacun à son tour une carte en commençant par le premier joueur. Et le premier joueur, c'est un rôle super important dans le jeu. Pourquoi? Parce que le premier joueur, quand il va jouer sa carte, et il a une place pour mettre sa carte de premier joueur, il va la mettre ici, et lui, il va pouvoir faire le nombre d'actions indiquées par les petites étoiles par rapport au pouvoir de la carte. Donc mobilisation ici, déplacement ou influence. Donc il y a 4 petites étoiles, 4 pips. Je vais donc pouvoir faire les 4 actions à répartir là-dedans. Ça, c'est super important au niveau du jeu parce que les autres joueurs ne vont pas nécessairement faire leurs actions complètes. Pourquoi? Ils auront des cartes en main eux aussi. Et il va y avoir 3 types de possibilités par rapport à ça. Soit ils ont une carte de la même couleur que la carte en jeu
et avec un numéro supérieur. Auquel cas, le joueur suivant, dans l'ordre du tour, qui joue cette carte-ci, va pouvoir faire la même action avec son nombre d'étoiles, parce qu'il a la même couleur, donc le même type de carte, mobilisation, mais un chiffre supérieur à moi. Il fera donc deux actions. Première possibilité, c'est ce qu'on appelle surpasser la valeur du premier joueur. Si un autre joueur a une carte, comme ceci, c'est un 3. Il est supérieur à 2, inférieur à 5. On s'en moque du 5, on s'en moque de la carte qui se trouve ici. Si je joue mon 3, pour le troisième joueur, je suis bien supérieur à la carte de leader. On ne regarde pas les autres cartes qui ont été jouées. Le principal, c'est celui qui va jouer par rapport au leader. Donc, il joue une valeur supérieure, il va aussi faire 3 actions. Maintenant, imaginons que c'était comme ceci. J'avais un 5 là-bas et j'ai un 2 à jouer. J'ai alors la même type de carte, mais une valeur inférieure. Si c'est une valeur inférieure, alors je n'ai même pas besoin de montrer que c'est le même type de carte. Je vais la retourner. Je vais faire la même action qu'ici, mais je vais la faire une seule fois. J'aurais très bien pu le faire en jouant une carte totalement différente. Ici, un 5, mais d'une autre couleur. Mais je veux faire cette action de mobilisation. J'ai envie de faire un déplacement, par exemple. Je la prends, je la retourne. C'est comme si j'avais joué une carte bleue de niveau inférieur. Je ferai donc une seule fois l'action. Ça, c'est ce qui s'appelle copier. La troisième option, c'est de placer une carte qui soit d'une autre couleur, donc qui fait un autre type d'action. Ici, c'est de l'administration, taxer, réparer, influencer. On s'en fout de la valeur chiffrée, c'est une autre couleur. Je vais faire l'action parmi ceux-ci une seule fois. On ne compte pas le nombre d'étoiles, c'est une seule fois immédiatement. C'est ce qu'on appelle faire un pivot. Donc, j'ai 3 possibilités. Je vais remettre la valeur de départ plus claire. Soit je vais faire surpassement, je vais jouer la même couleur avec un chiffre supérieur et je ferai toutes mes étoiles. Soit je vais faire une copie, je vais prendre n'importe quelle carte, quelle qu'elle soit, je la mets face cachée et je vais faire l'action qui se trouve ici, mais une seule fois, une seule de ces actions qui se trouve ici. Soit je fais un pivot et je vais jouer une carte d'une autre couleur, je fais une action une seule fois parmi celles indiquées sur ma carte. Donc 3 options très simples et n'oubliez pas, on compare toujours par rapport au leader et pas par rapport aux cartes déjà présentes. Alors, les autres joueurs, quand ils jouent leur carte, ils vont avoir 2 options. Soit ils vont la jouer toute seule, soit ils la jouent avec une autre carte couchée. Pourquoi? Quand ils jouent comme ceci, avec une carte couchée, automatiquement, ils vont réclamer la place de premier joueur pour la manche suivante. Donc, en faisant ceci, le premier qui joue 2 cartes, somme toute, va pouvoir réclamer la carte de premier joueur. Et ça, j'aurais pu le faire aussi bien en surpassant qu'en copiant ou qu'en faisant un pivot. C'était pas grave, ça revenait au même. Simplement, si je suis le dernier et que je le fais là-bas, c'est moi qui vais prendre, dernier joueur qui vais prendre la main. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité n'est valable qu'à 4 joueurs parce que vous allez avoir à 4 joueurs des cartes 7 comme vous avez alors des cartes 1. Ces cartes-là, on ne les voit pas quand on joue à 3, donc c'est uniquement à 4 joueurs. Et la carte 7, qui est une carte un petit peu spécifique vu qu'elle a un point d'interrogation, tandis que la carte 1 n'a pas de symbole ici en dessous, eh bien ce serait par exemple dans un cas comme celui-là. Hop, je retire les cartes ici. Quelqu'un a joué ça. Moi, je joue le 7. Je surpasse avec un 7, auquel cas il y a un petit symbole, c'est automatiquement moi qui vais passer premier joueur. Attention, c'est uniquement si je joue de la même couleur, c'est-à-dire que si quelqu'un avait joué à la place de ce 7-là un 7 d'une autre couleur, qui faisait donc un pivot, il ne ramasse pas le symbole. C'est uniquement en cas de surpassement, avec un 7, on devient premier joueur. Si les gens n'ont pas joué comme ceci, c'est-à-dire que si les gens ont été joués un 7 qui n'est pas de la même couleur, quelqu'un d'autre un 5 et quelqu'un d'autre encore un 3. Et donc un 3, j'aurais tourné comme ceci. Voilà, on se retrouve ainsi. À la fin du tour, le premier joueur va alors aller à celui qui a surpassé avec la plus grande valeur, qui n'était pas un 7 évidemment, la plus grande valeur au niveau du jeu. Donc ainsi, la main passerait au troisième joueur, le premier, deuxième, troisième, ici dans l'ordre. Il n'y a pas d'égalité vu que dans chaque couleur, on va de 1 à 7, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Donc ce n'est pas celui qui a fait la plus grosse carte, c'est celui qui a surpassé de la plus grande valeur. Si personne n'avait surpassé, imaginons qu'ici on était comme ça, le premier joueur reste alors premier joueur lors du tour suivant. Voilà pour les options de jouer les cartes et de surpassement pour devenir premier joueur. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'action la plus forte quelque part du premier joueur qui est la possibilité de déclarer une ambition.
Déclarer une ambition, c'est quoi? C'est uniquement si je n'ai pas joué à 1, parce que le 1 n'a pas de symbole d'ambition qui se trouve ici. Tandis que celui-là a bien un symbole d'ambition. Si je joue ceci, je décide de déclarer mon ambition, je vais mettre un petit 0 à la place de mon 4. C'est-à-dire que n'importe qui jouera une carte d'administration, une blanche, va systématiquement me surpasser et il y aura donc un nouveau premier joueur. Maintenant, il se peut qu'aucun des autres joueurs n'ait encore de carte blanche et donc personne ne me surpasse, auquel cas je resterai malgré tout premier joueur. Mais ce n'est pas tout. Le fait de mettre une ambition et d'avoir ce petit symbole-ci va faire que je vais décider que l'objectif ici sera celui du Warlord. Le Warlord, je vais donc prendre le premier marqueur, le plus grand disponible, et je vais le mettre sur l'espace Warlord. C'est comme ça qu'on va définir ce qui vaudra des points de victoire à cette manche-ci. Ici, c'est donc avoir des trophées dans son jeu à la fin de la manche, à la fin du chapitre. C'est toujours le symbole le plus haut que l'on prend, mais on n'est pas obligé de déclarer son ambition. Mais c'est évidemment super important dans le jeu parce qu'on va prendre la première place, tant pour faire les actions que pour aller déclarer une ambition. Donc, on va vraiment jouer là-dessus et une fois qu'on a défini que le Warlord rapporterait des points de victoire, tout le monde sait qu'il faut faire la guerre, tout le monde sait qu'il voudrait être le plus avancé dans les destructions pour gagner des points. Surtout si le prochain joueur qui aura la main mettait par exemple le deuxième jeton aussi ici, auquel cas ça vaut encore plus, auquel cas la pression est encore plus grande. Et donc ça c'est super important, c'est ça qui va nous donner les points de victoire, qui va nous permettre de progresser jusqu'aux 27 points qui déclareront la fin du jeu. Je vais donc me retrouver avec la possibilité ou pas de déclarer mon ambition et donc les autres joueurs vont continuer à avancer. Voilà. Là, j'ai fait toute l'explication de la partie super importante de pose de carte, de récupération de la main et de surpassement du nombre d'actions qu'on va faire et de pose de l'ambition. Alors avant d'aller plus loin et de voir toutes les actions qui se trouvent sur les cartes, un commentaire. Quand vous êtes premier joueur, vous avez une option qui est de passer l'initiative. Passer l'initiative, c'est-à-dire que je décide de ne pas jouer une de mes cartes, ça arrive surtout quand il nous en reste plus qu'une ou deux, parce qu'en fait les cartes qu'on a, elles sont pas intéressantes et on a envie plutôt de faire une copie d'une carte de quelqu'un d'autre. Et donc je peux décider, moi je ne joue pas, je te donne l'initiative, joueur suivant, c'est toi qui joues une carte. Si tu as envie, on va jouer et celui qui a passé l'initiative va effectivement malgré tout jouer une carte comme si c'était celui-là qui avait l'initiative dès le départ. Mais le joueur suivant peut décider de passer l'initiative aussi. S'il le fait, on passe au suivant. S'il décide de passer, on passe au suivant. S'il passe aussi, ce qui se passe, c'est qu'on termine immédiatement le chapitre, même s'il nous restait des cartes qu'on va défausser. Et alors là, on se retrouvera à la fin de chapitre, on fera la gestion de fin de chapitre. Donc j'ai moyen de passer si ça ne me plaît pas. Et c'est très fin ça, parce que si je veux vraiment viser une copie spécifique parce que j'en ai besoin pour gagner quelque chose, je n'ai pas besoin de faire toutes mes actions parce qu'elles ne m'intéressent pas, me déplacer ou intéresser ne m'intéressait pas, mais je veux autre chose, je peux passer la main et espérer qu'un autre joueur le fasse. Ça ne se fait pas nécessairement au début du chapitre, ça se fait rarement quand il y a encore plein de points ici à aller chercher, en tout cas de définir ces points-là. Mais en fin de chapitre, c'est plus commun de voir passer le premier joueur et de passer l'initiative au suivant. Alors la première action est très simple, c'est l'action de construction. Mais avant de parler de la construction, je dois vous parler du contrôle. Évidemment, c'est un jeu de contrôle de zone. Et on va dire qu'on contrôle une zone quand on a plus de vaisseaux que l'adversaire, ou en tout cas plus de vaisseaux entiers, non endommagés. Donc ici c'est 4 contre 2, le contrôle est sur les blancs. Mais imaginons que le blanc ait 3 vaisseaux d'endommagés. Le contrôle, même si c'est 4 contre 2, c'est 2 vaisseaux non endommagés contre un vaisseau non endommagé. Le contrôle est pour les jaunes. Donc attention avec ça, parce que le contrôle, ça dépend du nombre de vaisseaux non endommagés l'un par rapport à l'autre. Voilà, ça c'est important de faire la différence à ce niveau-là. Hop, je vais la remettre debout et je vais revenir par ici. Alors, construire. Je peux construire des spatioports, je peux construire des villes. Le plus facile avec ça, c'est de contrôler une zone dans laquelle il y a un espace disponible. C'est le cas ici avec les blancs. Eh bien, il suffit de prendre la première ville disponible, de la placer, ça me libère un rond pour pouvoir stocker des ressources et je me retrouve ici avec une ville. Je ne peux pas construire plus parce qu'il n'y avait qu'un seul triangle. Là-bas, il y a 2 triangles, j'aurais pu, avec les rouges, construire 2 fois. Donc ça, c'est la première possibilité. J'aurais pu mettre un spatioport à la place et c'était une autre possibilité. Donc, j'ai mis une ville. Maintenant, j'aurais pu aussi construire un nouveau vaisseau. Pour ça, je dois avoir un spatioport et hop, je mets simplement un vaisseau. J'ai rien à payer de plus, je dois avoir un spatioport pour placer un vaisseau quelque part. Ça, c'est la construction normale. Alors là, il y a la construction un petit peu spécifique, c'est quand je suis dans une zone que je ne contrôle pas.
quand je suis dans une zone que je ne contrôle pas, eh bien je peux malgré tout construire. Mais alors je construis quelque chose qui est endommagé. Systématiquement, je construis endommagé. Si je décide de mettre un vaisseau, eh bien ce vaisseau arrive lui aussi endommagé. J'avais 3 actions, 1, 2, 3. Je me retrouve ainsi avec 3 vaisseaux, mais il y en a 2 qui sont endommagés, mais en tout cas ils sont présents dans la zone. Donc je construis soit des triangles, donc des villes ou des spatioports pour peu qu'il y ait un espace là-bas où je veux construire. Si je maîtrise la zone, il arrive plein entier et donc pas du tout endommagé. Si je ne maîtrise pas la zone, donc c'est maîtrisé, contrôlé par quelqu'un d'autre, il arrive endommagé. Si je crée un vaisseau dans une zone que je ne contrôle pas, il arrive endommagé lui aussi. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir pour la construction. Du coup, on va parler d'une action toute simple qui est la réparation. La réparation, c'est je réactive un vaisseau qui est endommagé, je réactive une ville ou un spatioport qui est endommagé. C'est tout. Réparer, c'est remettre dans la zone plane. Donc ici, il est toujours endommagé et là-bas, j'en ai 2 qui sont réparés. Puisqu'on a parlé des vaisseaux à créer, à réparer, on va parler du mouvement. Quand je fais une action de mouvement, je peux déplacer tous mes vaisseaux. Ils déplacent simplement d'une case. Par exemple, je peux déplacer ces vaisseaux-ci là-bas. Je peux déplacer ceux-ci, hop, juste à côté. Celui-là va aussi là-bas. Ça, c'est un mouvement. Je pourrais plus déplacer les autres ou pas les déplacer. Je ne suis pas obligé de déplacer tout le monde. Donc voilà le type de déplacement qu'on pourrait faire. Puis il y a un déplacement un petit peu spécial. C'est le déplacement lié au spatioport. Quand je me trouve dans une zone où il y a un spatioport, alors pour l'exemple, je vais déplacer celui-ci là-bas pour ne pas qu'il me gêne, eh bien, je peux prendre autant de vaisseaux que je veux et ils sont comme catapultés dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont aller aussi loin que je veux. En un seul mouvement, je peux aller, pas partout, parce qu'il va y avoir une limite, en me déplaçant comme ceci ou comme cela. En tout cas, je fais plusieurs actions d'adjacence tant que je ne suis pas arrivé à l'endroit où je veux ou tant que je ne croise pas un autre vaisseau. Et donc si je voulais rejoindre ces vaisseaux-ci, je suis embêté parce que je peux aller comme ça. Là-bas, je rencontre quelqu'un, je m'arrête. Ce serait pareil si je passais par ici. Hop, je passe par ici, je rencontre quelqu'un, je m'arrête. Le spatioport vous permet donc d'envoyer des vaisseaux plus loin, aussi loin que vous voulez, tant que vous n'êtes pas arrivé à l'endroit où vous voulez ou que vous n'êtes pas bloqué par des vaisseaux présents sur votre chemin, auquel cas vous vous obligez de vous arrêter. Une autre action, ça va être de taxer des villes. Alors, taxer des villes, bien sûr, pour cela, vous devez être sur un espace où il y a une ville. Il y a des villes qui sont à vous, des villes qui sont à l'adversaire. On taxe toujours une zone que l'on contrôle. On ne peut pas taxer si on ne contrôle pas la zone. Ici, il y a une ville jaune, mais je ne suis pas sur la zone, donc je ne peux pas taxer. On ne taxe une ville qu'une seule fois. Si j'ai 3 actions que je peux taxer, mais j'ai une seule ville à taxer, je ne peux taxer cette ville-là qu'une seule fois. Ce que je vais prendre, je dois savoir le stocker. Si je ne sais pas le stocker, je dois jeter quelque chose d'autre pour le remplacer. Les ressources que les villes vont donner, c'est indiqué sur la planète. Il y a la couleur qui va avec, mais c'est indiqué globalement. Ici, ce sera une caisse de matériel. Là-bas, ce sera un symbole de relique. Donc, j'ai un petit bleu et j'ai une petite caisse de matériel. Là-bas, il n'y a rien, mais ce sera du fuel. Là, il y a une ville et ce sera une ville avec du combat. Donc, je vais récupérer les ressources indiquées. Je taxe une ville qui m'appartient. Je prends simplement la ressource, pour peu que je sache le stocker, c'est le cas. Et l'action est faite. Si je taxe une ville qui appartient à un autre joueur, je prends ici donc une relique, j'ai pas de place donc je prends ma relique, hop, je remplace avec la caisse par exemple, eh bien il aura une petite action bonus. Comme je vais chez l'adversaire, eh bien je vais prendre un captif, je vais attraper quelqu'un dans la ville et ce quelqu'un, je vais le placer dans mes captifs. Donc première manière de récupérer des captifs, c'est en taxant des villes ennemies. Je peux même prendre un captif s'il n'y avait plus de ressources. Ou si je ne veux pas prendre la ressource, s'il n'y a plus de ressources comme ceci, de toute façon je ne sais pas la placer, mais j'aurais pu jeter autre chose, eh bien je peux faire une taxe, je ne prends personne, mais je prends quand même un captif du rouge à ce niveau-là. Voilà, donc taxer, on doit contrôler. Une ville amie, on prend juste la ressource associée à la zone. Une ville ennemie, on prend la ressource plus un captif de l'ennemi. On peut même taxer, même si on est plein, on peut même taxer l'ennemi même si vous n'avez pas envie ou si les ressources ne sont pas disponibles, auquel cas vous prenez juste l'agent, la personne qui sera votre captif. Alors, puisqu'on parle des agents, on va voir leur utilité première habituelle. Les agents vont servir à aller récupérer des cartes. L'action influence va me permettre d'aller placer un agent sur une des cartes. Par exemple, je fais une influence, hop, je place un agent ici. Je me réserve la carte ou j'essaye d'avoir cette carte. Mais rien n'est sûr.
Parce que les autres joueurs pourraient très bien, eux aussi, décider de m'embêter et de faire de l'influence et mettre plus de bonhommes que moi ici. Auquel cas, je ne suis plus majoritaire, je ne pourrai pas le récupérer. Quand je fais de l'influence, si j'ai plusieurs actions, je peux très bien le mettre sur des cartes différentes, je peux très bien en mettre deux sur le même directement. Pas de problème. Donc, influence, on va essayer d'avoir des cartes ici. On va les récupérer avec une autre action qui s'appelle Secure. Sécuriser, c'est quoi? C'est une zone sur laquelle je suis majoritaire. Je prends alors la carte qui va revenir ici chez moi, j'en mets une nouvelle à la place. Voilà. Il y a deux types de cartes. Il y a les guildes, celles-ci qui sont jaunes globalement, et puis il y a les voix, les vox. Les voix, la différence, c'est que quand je vais prendre cette carte-ci, elles ont toujours un effet when secure, quand elle est sécurisée. Et c'est un effet qui est immédiat. Donc je prends la carte, je fais l'action tout de suite de la carte. Ici, ça permet de voler une carte de guilde, donc comme ceci, à quelqu'un d'autre. Donc je récupère une carte de guilde, je ne vais pas aller dans le détail, mais globalement c'est ça. On fait une action et ensuite on va la défausser, on va la mettre donc de côté. Les guildes par contre vont rester chez vous. Elles vont rester chez vous tant qu'elles ne sont pas volées par quelqu'un d'autre ou détruites d'une manière ou d'une autre. Mais ici par exemple je ne peux pas sécuriser vu que ce sont les jaunes qui sont majoritaires. J'aurais dû rajouter encore des bonhommes si je voulais moi-même sécuriser cette zone-ci. Quand je sécurise une zone où il y a des agents ennemis présents, je prends donc ma carte. Il n'y a pas de one secure dans une guilde, donc elle va directement arriver à côté de mon jeu. Et les agents qui étaient dessus, eh bien, ce sont des captifs. Je me retrouve donc avec une carte supplémentaire disponible, les Royal Marines ici, qui ont un pouvoir continu. Quand il se passe quelque chose, éventuellement, je peux faire ceci, je peux faire cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes, il y en a beaucoup. Elles font des choses très très différentes, parfois très fortes. Certaines cartes ont une mention spéciale d'action associée à une action spécifique. Ici, la manufacture build, mais si je faisais une action de construction, je pourrais, à la place de faire l'action de construction normale, de rajouter un vaisseau, de rajouter une ville ou un spatioport, c'est de gagner un matériel. Donc un matériel, c'est une caisse. Cette action-ci peut être une action qui a besoin d'un pip, donc qui a besoin d'une petite étoile, pour être activée. Si je l'avais ici, elle serait valable ainsi. Dès que je fais des choses, bien sûr, je remets tout de suite des nouvelles cartes. Ça va donc faire tourner le jeu. Vient ensuite la dernière action, et oui, déjà la dernière, le combat. Mais le combat, fallait bien un moment ou un autre se friter l'un sur l'autre. Le combat, ça va se passer comment? La personne qui déclare un combat va être la seule qui va jeter des dés. Déjà, je vais avoir ici trois types de dés. Il y a les dés de celui qui ne veut pas prendre trop de risques. Celui qui ne veut pas prendre trop de risques, ce sont les bleus. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une chance sur deux de réussir à toucher l'ennemi. Mais il n'y a aucune chance de se faire du mal dans le combat. On prend toutes ces précautions et donc on ne va pas nécessairement risquer ses propres vaisseaux. Les dés rouges, les dés d'assaut, eux, il y a une chance qu'il ne se passe rien, de rater l'ennemi. Mais pour le reste, on risque de faire beaucoup plus de points de dégâts. On ne vise que les vaisseaux ici. Mais par contre, on peut se prendre des points de dégâts soi-même. Il y a des symboles spécifiques pour ça. Le symbole de la petite flamme, c'est je prends un point de dégâts. On commencera par ça. Donc, dans un combat, si je prends un point de dégâts, je vous rappelle, on retourne le vaisseau première fois endommagé. Et puis, il y a un symbole d'un rond. Alors, il existe seul, pour bien vous le montrer, voilà, un rond. Ça veut dire que je prends un dégât par vaisseau ennemi. Donc, quand on prend un rond quelque part, et ici, c'est un rond plus moi, je fais un dégât. Si les blancs attaquent ici, il y a deux vaisseaux ennemis, ils vont faire 2 dégâts aux blancs. Attention, seuls les vaisseaux non endommagés sont comptés pour l'action du rond qui se trouve ici. Un rond, plusieurs ronds, on s'en fout. C'est à partir du moment où vous avez au moins un rond sur le dé que vous avez, vous prenez un point de dégâts par vaisseau non endommagé que vous attaquez. Donc les dégâts ici, je vais pouvoir avoir des dégâts directs et des dégâts par vaisseau non endommagé. C'est toujours l'attaquant qui décide où sont placés les dégâts. Donc quand je jette ceci, si je me suis pris 2 dégâts ici, les blancs attaquent les rouges, ils sont pris 2 dégâts et ils font une touche, eh bien je décide que les 2 dégâts sont là-bas, je fais une touche là-bas. C'est moi qui décide. Ou pourquoi c'est important? Parce que si jamais mes vaisseaux blancs sont détruits, ils vont dans les trophées du joueur rouge. Moi, si je détruis le vaisseau rouge, il va venir dans mes trophées à moi. Donc, on fait attention d'essayer de répartir au maximum et de rester en vie parce qu'on n'a pas envie de donner des trophées aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif de faire des trophées, par exemple, ici. Voilà tout ce qui va se passer sur ce type de dés-ci. Enfin, vous avez les dés de raid. Ces dés-ci, en fait, ils ne visent pas les vaisseaux. Il n'y a aucun dégât ici qui va toucher un vaisseau. Ils vont viser les planètes.
c'est une attaque qui vise les planètes. Par exemple ici, je pourrais viser la planète. Le nécessaire pour jouer un dé orange, c'est qu'il y ait une ville ennemie face à vous. Sans ça, vous ne pouvez pas en jouer. Ou alors, il y a quand même une option, c'est que le joueur que vous attaquez n'ait plus de ville ennemie. En fait, toutes ses ressources, tout ce qu'il a, vont être sur les vaisseaux. Donc, soit il a plus aucune ville ennemie dans le plateau, auquel cas vous pouvez le jouer dans tous les cas quand vous attaquez ce type d'adversaire, soit il a au moins une ville, auquel cas on ne peut jouer ces dés oranges que si on attaque une ville. Pourquoi? Parce que ces dés-ci sont vraiment très spécifiques. Parce que dans tout ceci, on va retrouver aussi la petite flamme où on se prend des points de dégâts, le petit rond pour la défense des ennemis et tout ce qui va avec. Vous allez retrouver, on va retrouver une marque d'explosion avec un petit triangle, ça veut dire que je touche l'ennemi. Donc dans un cas comme celui-ci, si j'attaquais là-bas, avec ce résultat-là, je me prends un point de dégâts et je touche l'ennemi. Je retourne la ville que j'ai touchée. Mais surtout, il y a un truc que sont les clés. Et les clés, c'est quoi? C'est que quand le combat est fini, je vais pouvoir piller l'ennemi. Ici, j'aurais eu un dégât par vaisseau ennemi entier. Il y en avait 3. Je me serais pris donc 3 dégâts. Hop, ils sont tous blessés comme ça. Mais après, je peux piller à 2. Le pillage, c'est quoi? Eh bien, ça me permet de voler soit des cartes aux ennemis. Vous voyez que les cartes, elles ont des numéros de clés avec 2 clés. Si mon ennemi avait cette carte-là, je lui prends ceci et je la mets chez moi. Je récupère une carte. Ça coûte du 2 clés. Mais les ressources que vous stockez ici ont aussi des clés. Si je me fais attaquer et que l'ennemi a 2 clés, il aurait pu me voler ces 2 ressources-ci parce que les ressources valent toutes une clé de défense. Si j'avais construit quelque part une ville en plus, j'aurais pu déplacer une de mes ressources ici, auquel cas il fallait 2 clés pour l'avoir et avec 2 clés, il aurait pu prendre celle-là ou celle-là, mais plus les 2. Donc les clés vont permettre de prendre à l'adversaire des ressources comme ceci, des ressources associées au guild, donc un ou l'autre. Si j'ai beaucoup de clés, éventuellement je prendrai les 2. Bien sûr, c'est à la hauteur des clés que vous avez tirées. Le nombre de dés que je vais lancer dépend du nombre de vaisseaux. Ils peuvent être blessés ou entiers, ça ne change rien. J'attaque avec 4 vaisseaux ici, eh bien je peux prendre 4 dés. Et je choisis comment je veux les prendre. J'ai une ville, je peux très bien prendre un dé orange, prendre 2 dés rouges, et encore un deuxième dé orange, et je décide d'attaquer, je vais voir ce qui se passe. Je jette mes dés, et je vais voir tout ce que je prends. D'abord, on va commencer par les dégâts directs. Les dégâts directs, 2, 3 flammes, je vais déjà perdre, 3 vaisseaux, ils partent pour le rouge. Je vais avoir le cercle ici, il y a 3 vaisseaux, il me détruit ici, j'ai déjà plus rien pour aller plus loin. Et moi par contre, je vais faire 2 points de dégâts, c'est assez pour tuer un vaisseau que je récupère ici. Et je vais avoir 1 point de dégâts sur la ville que je vais pouvoir détruire, prendre ici. Pour prendre les clés qui se trouvent ici, par contre, vous devez encore avoir un vaisseau. Donc ici, je n'ai plus de vaisseau, ce qui fait que je ne peux pas aller faire du pillage. Vous voyez, j'ai plus personne pour aller piller, donc j'ai perdu toute ma flotte. Je ne peux donc pas profiter des 2 clés que j'ai ici, qui m'auraient permis de piller l'ennemi. Ensuite, il y a un truc vraiment très spécifique sur le fait d'avoir détruit une ville. Parce que quand vous détruisez une ville, en fait, dans l'espace, c'est assez mal vu. Effectivement, elle vient dans vos trophées, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez être un petit peu banni dans un type de ressources. Et ce bannissement, c'est un truc qui va s'appeler de provoquer un outrage. On provoque un outrage, c'est quoi l'impact? C'est qu'on va prendre un bonhomme et on va le mettre sur le symbole de la planète. Là-bas, la ville, elle exploitait quoi? Elle exploitait ici des reliques. Je vais donc placer un agent qui se trouve ici. Ça va avoir un impact sur le prélude, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai plus tard. Mais surtout, je vais perdre toutes mes ressources qui portaient ce symbole-là. Toutes les ressources que j'ai en stock, mais si j'avais aussi une carte, par exemple comme ceci, qui avait ce symbole-là, je perds ça. Je perds donc toutes mes ressources cartes et ressources stockées avec le symbole de la planète que j'ai attaquée, sur laquelle j'ai détruit une ville. Donc c'est super grave, c'est que potentiellement, on se vide de certaines choses. Donc aller chercher des planètes, les attaquer pour aller les piller, c'est super intéressant pour voler des cartes aux autres, mais on risque d'avoir un outrage et du coup d'être pénalisé dans son jeu, dans tout ce qui va avoir lieu ici. Je n'ai pas encore parlé, mais qu'on arrivera après. Mais aussi, on va perdre des cartes et des ressources qui étaient stockées. Je n'ai pas encore vu comment on dépensait les ressources, ce sera pour après. Cependant, il y a aussi un autre truc qui va avoir un impact sur le fait de détruire une ville, c'est par rapport aux agents qui se trouveraient ici. Je vais remettre une carte du joueur, par exemple le rouge,
qui se trouverait ainsi. Je vais même mettre un truc égalité pour bien vous montrer l'option. Il était ici et il était en train de se battre avec le jaune, pas du tout impacté dans mon action, mais en fait, ils étaient tous les deux sur la ville. Pourquoi? Eh bien, quand je détruis une ville, je peux voir dans les cartes qui sont ici, les cartes de la cour, est-ce qu'il y a un rouge qui est quelque part? Si c'est le cas, et c'est le cas ici, je peux dire, eh bien, cette carte-ci était dans la ville, j'ai détruit la ville, tous les gens qui étaient en train d'essayer de négocier pour avoir le contrôle de ce personnage-ci, en fait, sont morts dans l'attaque, et ça vient dans mes trophées. Pas dans mes actifs, dans mes trophées. Par contre, la carte ici, elle vient pour moi. Si j'attaque une autre ville qui a le même symbole ici, que j'avais déjà mis un agent, je vais perdre quand même les cartes et les ressources, mais je ne vais plus mettre d'agent bloquant ici. Si jamais je n'avais pas d'agent, parce qu'ils étaient tous partis quelque part, le temps je mettrai un marqueur quelconque pour dire que ici je devrais mettre un agent. Dès que je récupérerai un agent, il remplacerait le dé. Donc on n'est pas protégé si jamais on n'a pas d'agent disponible dans son jeu. Voilà, je vous ai expliqué toutes les actions. Il est donc maintenant temps de venir parler de fameux agents qu'on va placer ici quand on fait des outrages. Je vais le retirer. Ce qui se passe en fait, c'est que quand je vais jouer ma carte lors de mon tour, je place ma carte, je décide ou pas de déclarer une ambition, je place le marqueur ici, si je le faisais aussi, qu'il y en avait déjà un, j'en mettrais celui-là. Avant de jouer mes étoiles, je peux décider d'utiliser ce qui s'appelle un prélude. Le prélude, c'est juste entre les deux, c'est je peux utiliser des ressources qui se trouvent ici pour faire des actions. Et les actions, c'est indiqué ici. Le matériel me permet de faire une action de construction ou de réparation. Le fuel me permet d'aller faire un déplacement de toutes mes troupes évidemment. Weapon, c'est un petit peu spécial. Quand je le joue, je considère que ma carte qui se trouve ici a une action supplémentaire qui est le fait de faire battle, de faire une bataille. Et donc quand j'aurai mes 3 actions ici, je pourrais faire 3 batailles ou je pourrais faire une taxe et 2 batailles. Donc c'est une action en plus qui est liée à ma carte. Donc on n'utilise qu'un seul à ce niveau-là, il n'y a pas de raison d'en faire plus. La relique, si je l'avais ici, me permettrait en la défaussant de faire une action de secure. Si imaginons que j'avais un petit bonhomme comme ça, hop, avant que quelqu'un ne joue et ne prenne des risques, je vais pouvoir le mettre ainsi et jouer. Et le psionique permet de copier une des actions de la carte. Copier que ce soit moi qui l'ai joué, donc faire une action supplémentaire par rapport à tout ce qui est noté ici. Mais si jamais je joue une carte, hop, si voilà, je surpasse. Donc je peux faire mes 2 actions. C'est moi qui joue, c'est pas moi qui étais premier joueur. Je joue ça et je décide de jouer ma relique qui se trouve là ici. Je joue ma relique. Je copie donc une des actions qui se trouve ici, plus mes 2 là-bas. J'aurai donc 3 actions à faire dans ce cadre-ci. Donc ça me permet de copier ceci. Si je vais jouer une carte d'une autre couleur, ça marche aussi. Hein. Je joue ceci. Je vais faire donc une action d'agression, une bataille, un déplacement, une sécurisation ici. Mais j'ai envie d'utiliser une des actions qui se trouve là-bas. Hop, j'utilise ça en plus que je dépense. Et je fais donc une action ici, plus une action là-bas. Voilà pour l'usage qui se trouve ici. À partir du moment où j'ai placé un agent sur une zone, je ne peux plus dépenser ce type de ressources pour faire cette action-là. J'en suis puni. Sauf qu'il y a certaines cartes qui me permettent d'en prémunir. Par exemple ici, si je provoque un outrage, je garde la carte et je peux ensuite dépenser aussi des ressources comme étant n'importe quelle ressource comme étant des armes. Je peux quand même toujours continuer à dépenser des armes ici. Et puis il y a une action prélude. Et des cartes ainsi ont des actions préludes. Ces actions préludes, ça veut dire que pendant ce prélude-là, en plus de jouer ceci, donc des actions en jetant des ressources, je peux me défausser de la carte et faire l'action associée. Là, ce serait de placer 3 vaisseaux qui sont frais, donc qui sont disponibles dans une zone que je contrôle. Donc des cartes ont des actions préludes, on les défausse, on fait l'action du prélude, comme on défausse les ressources et on fait les actions. Parce que les cartes, pas oublier, c'est aussi un petit peu des ressources. À la fin du chapitre, donc on va voir, imaginons qu'on ait quelque chose comme ceci, on va voir dans chaque zone qu'est-ce qui va vraiment scorer. Et pour chaque zone de scoring, on va voir qui a le plus, qui a fait le mieux. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Le tycoon, ce sont des ressources, le keeper, c'est des ressources, et l'empate aussi. Donc le tycoon, c'est celui qui a accumulé le plus de biens. On a le fuel et le matériel. Eh bien, on va voir dans le plateau de chaque joueur, aussi bien ce qu'ils ont comme ressources ici, que les cartes qui ont le symbole associé. Là, j'ai 1, 2 matériaux, donc je vais avoir 2 points. Si je suis celui qui a le plus, eh bien, j'aurai 2 points de victoire. Si on a égalité avec quelqu'un d'autre, on aura tous les deux 0 points de victoire, la valeur qui se trouve en dessous. Si j'étais deuxième,
0 point de victoire, pas de chance. Si je suis 3e ou plus, de toute façon, c'est toujours 0 point de victoire aussi. Donc, on voit ça pour chaque case. Le Tycoon, celui qui a le plus de ressources parmi ces deux-là. Il ne faut pas avoir des paires, hein, c'est juste ces deux-là qui sont scorés. Le Tyran, celui qui a le plus de captifs ici. Et si jamais on score cette zone-ci, donc si on avait quelque chose comme ceci, après le scoring, on va rendre chacun tous les captifs, ils vont revenir chez les joueurs. Si il n'y a rien, si ce n'est pas scoré, ça reste ici. Donc on peut stocker pour plus tard et faire des gros points de victoire en une seule fois plus tard en gérant son jeu. Là par contre dans le Warlord, on a 2 jetons. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 symboles qui sont ici. Si je suis celui qui en a le plus, je vais donc avoir le total des 2 jetons, à savoir 8 points de victoire d'un coup. Le deuxième aura 5, en cas d'égalité toujours un cran en dessous. Donc en cas d'égalité, les 2 premiers ont 5. En cas d'égalité, les 2 deuxièmes ou 3 deuxièmes ont 0. Alors lors du calcul des points de victoire, je vous en ai parlé tantôt, il y a ici la possibilité d'avoir des bonus pour l'ambition. Un plus 2, voire un plus 3, donc un plus 5 qui se trouve ici. Ces bonus-ci vous sont accordés uniquement si lors d'un scoring dans une zone, vous êtes premier, strict premier, pas premier ex aequo, auquel cas vous avez les bonus associés. Donc un plus 2 comme ceci. Tout comme pour le tyran, ici, une fois que c'est fait, on rend toutes les ressources aux autres joueurs, donc on leur rend ici quand on va faire le nettoyage. Le keeper, les ressources de type relique, l'empate, les ressources de type psionique, donc les symboles qui sont associés. Quand c'est fait, on a tout distribué, on en arrive donc au nettoyage. Donc si ça a été scoré, on rend les captifs, c'est pas le cas. Ça a été scoré, on rend les trophées, c'est le cas. On prend les valeurs qui remontent ici et la plus petite valeur des 3 est retournée et donc ici est meilleure et on va avoir 3 nouvelles valeurs. On passe au chapitre suivant. On va prendre toutes les cartes qui ont été jouées par tous les joueurs. On va remélanger et redonner 6 cartes pour faire une main de départ à chaque joueur. À chaque fois qu'on joue, ainsi il y a 4 joueurs, en tout cas, il y a 4 cartes qui restent ici. Donc on n'est jamais certain que tous les chiffres soient dans le jeu. Il y a toujours un doute si vous comptez les cartes, un petit peu de ce qui passe et ce qui reste, de savoir exactement ce qui est disponible. Et donc on fait ça chapitre après chapitre jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin de la 5e manche, auquel cas si personne n'est à 27, on va compter les points. Et si à la 3e manche, quelqu'un dépasse les 27, fin, il a gagné et on se retrouve simplement avec quelqu'un qui est devant. En cas d'égalité, c'est le joueur qui était le plus proche du premier joueur qui gagne, simplement. Voilà, je crois avoir fait le tour du jeu. C'est pas si compliqué que ça, même si c'est des petits détails parfois à gauche, à droite. Il est super intéressant parce qu'en fait, les cartes ici sont très très fortes. Il faut vraiment pas les oublier, les minimiser au niveau du jeu parce que ça va vous donner des ressources supplémentaires dans le cas d'une visée au niveau des points de victoire sur les ressources, donc très très bien, mais ces cartes-là ont aussi des pouvoirs. Et donc ces pouvoirs-là, dans le jeu, ça peut changer tout. Et parfois, oublier un pouvoir d'une des cartes, je parle en connaisseur, ça vous fait la différence sur la victoire ou pas. Et donc utiliser son pouvoir à bon escient va être vraiment super important. Mais au-delà du fait d'avoir des cartes et de tout ce qui va avec, ce qui est super important en fait, c'est de bien viser, de bien gérer les objectifs et le fait d'aller déclarer des ambitions quand vous avez la main, voire de sacrifier des cartes, comme je l'ai dit, pour avoir l'initiative, pour savoir déclarer une ambition, parce que quand vous êtes super majoritaire dans quelque chose, il ne faut pas le rater en fait, vous devez y aller. J'ai vu des gens qui accumulaient des trophées ici et n'ont jamais su tirer Warlord parce que les autres joueurs le prenaient avant, faisaient les actions, sacrifiaient ce qu'il fallait pour jouer avant et mettre les marqueurs ailleurs, alors que eux auraient eu des points de victoire. C'est dommage parce que au fur et à mesure que les chapitres avancent, les points de victoire ils augmentent vu que chaque fois on retourne la plus petite valeur. Donc on va se retrouver à ceci en manche 3 et en manche 4 et plus, on va se retrouver avec du 9 et du 6. Mais jouer sur ces forces, par exemple, si j'ai beaucoup de captifs et les autres n'en ont pas, je me dis que c'est peut-être le moment. Si j'arrive à jouer suffisamment bien que pour aller mettre 1 voire 2 tyrans ici et que j'ai en plus placé des villes en suffisance, que j'ai un plus 2, si on termine le chapitre avec moi qui se trouve comme ça, j'ai 15 points plus 2, 17 points. Et 17 points, imaginez, si on n'était qu'à 10 ici, on a directement le saut, fin de partie, on est à la zone, on serait au 4 ici pour mon exemple, mais ça peut vraiment changer tout. Il y a parfois des retournements de situation qui se font rapidement parce qu'un joueur a suffisamment préparé son coup pour d'un coup faire un gros paquet de points et l'emporter ainsi. Il y a plein de trucs différents et donc
les cartes ici peuvent changer tout. Une carte qui apparaît, qui fait détruire des cartes d'un certain type, un joueur qui a besoin d'attaquer une ville pour aller piller, qui arrive à piller une carte de quelqu'un, qui perd d'autres choses parce qu'il y a un outrage ou un truc ainsi. Ça change tellement de trucs. Évidemment, il y a des dés. Alors, les dés, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Certains vont attaquer, vont pas faire de dégâts, vont s'en prendre beaucoup. D'autres vont attaquer avec que des bleus et vont faire 3 dégâts parce qu'ils vont jeter 3 dés. Donc ça varie énormément d'un joueur à l'autre. C'est la chance. On prend des risques, on décide de pas prendre de risques, mais c'est aussi le choix des joueurs. Mais ça fait partie du plaisir du jeu. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui râlent réellement par rapport à ça. Oui, on râle 3 secondes, mais en fait le jeu tient sur autre chose que ça. On râle pas pour avoir perdu ses vaisseaux, hein. On peut en reconstruire. On râle plus parce qu'on n'a pas eu les trophées, que c'était pour avoir un objectif comme ceci. Comme quand il y a un joueur qui met un bonhomme parce qu'il veut aller récupérer, que le voisin, hop, il en met 2, il passe au-dessus, donc on ne sait pas sécuriser quand c'est à nouveau son tour. On doit remettre des bonhommes, on en remet 2, et puis le suivant, il en remet aussi, et on se retrouve à avancer et à se battre chaque fois l'un avec l'autre. Pendant ce temps, les autres vivent leur belle vie, mais si à la fin le blanc finit par l'emporter, il ne faut pas oublier que ça arrivera dans les captifs. Et aussi que les captifs qui sont ici ne sont libérés que quand on va scorer le tyran. Et parfois, il y a un joueur, mais tous ces bonhommes, ils sont captifs. Ils sont partis ailleurs, ils sont là-bas, ils sont pris, ils sont bloqués ici. Et il n'a plus d'argent à les mettre quelque part. Ce qui fait que parfois, on a envie qu'un espace soit scoré, simplement pour libérer son matériel. Idem, quand on a plein de trophées qui sont pris, on ne sait plus où mettre de vaisseaux parce qu'on s'est fait attaquer de partout. Ben, je m'en fous qu'ils fassent des points de victoire, mais je veux récupérer mes vaisseaux, je veux me relancer dans le jeu. Donc ça, c'est un truc à ne pas oublier, mais vraiment, les cartes sont très fortes à ce niveau-là. Alors les petits détails, le fait d'aller taxer une cité ennemie permet de voler un agent là-bas, ça on l'oublie. On oublie aussi que quand on détruit une ville, on va récupérer une carte qui se trouve là-bas s'il y a un agent de la couleur de la ville qui se trouve ici, et que tous les agents les agents rivaux qui étaient présents dessus ne vont pas aller dans les captifs mais dans les trophées. Et parfois, détruire une ville, ça permet de faire le bond pour passer outre lors d'un Warlord, et ça c'est des belles surprises dans le jeu. C'est vraiment très plaisant. Toutes ces petites finesses, ces petites manières de faire, ces manipulations, ces petites cartes qui sont des petites surprises à gauche à droite qui vont vous permettre de faire des actions super importantes à un moment ou à un autre. Niveau temps de jeu, comptez pour une première partie peut-être 45 voire jusqu'à 1 heure, ça dépend de la rapidité de vos joueurs si vous êtes 4. Donc 10 à 15 minutes par joueur par chapitre. Donc on a fait 2 heures pour faire le premier chapitre lors de notre première partie. Heureusement, c'est terminé à la 3e et elle a été jouée en une demi-heure. Deuxième partie, on a fait 4 chapitres, on a joué 2 heures et demie. Donc je pense que ça varie beaucoup de la capacité aux gens de réagir vite par rapport à ce qui se passe, d'avoir une idée claire sur ce qu'ils vont faire ou pas, ou de réfléchir à chaque carte au poids de ce que ça va donner, de l'impact, de la manipulation. Évidemment, c'est ça qu'il faut faire, c'est réfléchir. Mais quand on connaît un petit peu les cartes et le jeu, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je pense beaucoup de bien de Arx. Je suis curieux de voir l'extension. J'ai envie de rejouer, mais de toute façon dans le mode simple comme ceci. L'extension proposant une campagne et beaucoup de règles en plus. À voir si je ferai une vidéo règle pour l'extension, mais c'est pas logiquement gagné. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!